Nouveau revers pour les soldats ukrainiens. Ils quittent l'aéroport de Lugansk. L'Alliance Atlantique va déployer des milliers d'hommes dans l'est de l'Europe afin, dit-elle, de frapper fort si nécessaire. Le Pakistan s'enfonce dans la crise politique, la contestation se durcit. Le Parlement s'est réuni en urgence pour renouveler sa confiance à Nawaz Sharif qui n'a pas l'intention de démissionner. Et puis en France, 12 millions d'élèves retrouvent le chemin de l'école. Ils vont étrenner leur nouveau rythme scolaire qui font grincer tant de dents. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. On débute cette édition en Ukraine où les séparatistes soutenus par Moscou tiennent en déroute l'armée dans l'Est, notamment à l'aéroport de Lugansk. Les autorités de Kiev accusent la Russie de mener une grande guerre. Les Européens préparent de nouvelles sanctions. Vladimir Poutine lui surenchérit: si je veux, j'entre à Kiev dans 2 semaines, aurait-il dit il y a quelques jours à José Manuel Barroso, le président de la Commission. De son côté, l'OTAN prend évidemment très au sérieux la situation, ne veut pas envoyer et prévoit d'envoyer des milliers de soldats dans l'Est de l'Europe. Je vous propose de regarder un reportage signé de notre envoyé spécial Gulliver Krag. Il s'est rendu entre Mariupol et Donetsk. Attention, certaines images peuvent choquer. Des enfants jouent sur un blindé ukrainien abandonné dans le centre de Komsomolsk. Les habitants parlent d'échauffourées qui ont eu lieu pendant la nuit. Nous venons juste de sortir de nos caves pour voir ce qu'il se passe en ville. Dans cette petite ville à 50 km au sud de Donetsk, les troupes ukrainiennes avaient pris position moins d'une semaine auparavant. Ils sont juste partis, ou plutôt ils ont pris leurs jambes à leur cou. Un policier nous emmène à 10 km d'ici pour nous montrer pourquoi, selon lui, l'armée a pris peur. 15 véhicules militaires ukrainiens anéantis par des tirs d'artillerie qui étaient visiblement très précis. Sur place, des maraudeurs expliquent que le convoi appartenait à la très redoutée garde nationale. Ils étaient venus pour nous tuer, ils voulaient tous nous étrangler. Ils nous emmènent voir une série de corps écartés des véhicules. Les nazis ukrainiens ont juste abandonné leurs propres soldats, sans même emporter les corps. Ils les ont juste abandonnés aux renards, aux aigles et aux loups. Cela fait plusieurs jours que les corps pourrissent ici. Mais l'Ukraine peine déjà à venir en aide à ses troupes valides. Beaucoup de soldats sont isolés dans ces régions, encerclés par les insurgés. Je suis sincèrement désolé pour eux. Nous ne voulons rien de tout ça. Mais du côté ukrainien, ils disent une chose, et du côté russe, le contraire. Qui peut-on croire? Il y a à peine un peu plus de 2 semaines, les forces ukrainiennes avançaient rapidement et il semblait que la victoire était à portée de main. Des scènes comme celle-ci montrent que ce n'est plus le cas. Et en pleine guerre du gaz avec l'Ukraine et l'Europe, la Russie se tourne vers l'Est pour exporter ses ressources naturelles. Pour alimenter la Chine, un gazoduc de 4000 km va être construit. Vladimir Poutine s'est rendu en Sibérie pour lancer ce chantier titanesque. Récit de Maud Roubaud. Les premiers tronçons d'un gazoduc de 4000 km de long. Un chantier monumental inauguré par Vladimir Poutine. Force de Sibérie va relier le réseau existant à l'ouest au gisement en Sibérie pour aller jusqu'en Chine. Coût de l'infrastructure, 55 milliards de dollars. Les hydrocarbures représentent 2/3 des exportations russes et près de la moitié des recettes publiques. Mais l'essentiel de ces exportations se fait avec l'Union européenne et les pays de l'ex-Union soviétique. L'objectif est de se tourner plus vers l'Orient. La prochaine étape sera encore plus intéressante du point de vue économique. Une fois que nous aurons développé le réseau du gazoduc ici, dans l'est de la Sibérie et les régions orientales, nous pourrons ensuite relier le gazoduc européen à celui de l'Est. Les négociations avec la Chine ont duré 10 ans, mais en pleine crise avec l'Ukraine, un accord a finalement été trouvé en mai dernier. Le contrat est à la mesure du chantier, 400 milliards de dollars sur 30 ans. Le tronçon chinois sera lancé dès le début de l'année prochaine. Et à partir de 2018, c'est 38 milliards de mètres cubes de gaz qui devraient être livrés chaque année à la Chine. Le Pakistan s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise politique. Hier, nouvelle violence entre opposants au Premier ministre et forces de l'ordre dans la capitale. Nawaz Sharif est sous pression, mais pas question de démissionner. Aujourd'hui, il a obtenu la confiance du Parlement. Cédric Ferreira. Assis en arrière-plan, Nawaz Sharif, impassible, a pris des notes et a écouté les débats.
Les parlementaires lui ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance sans que le Premier ministre ne prenne la parole lors de cette session d'urgence. Les deux chambres ont prévu de se réunir toute la semaine pour débattre de la crise qui secoue le pays. Ce lundi, à l'issue d'un entretien avec le chef de l'armée, Nawaz Sharif avait prévenu. La nation a le droit à la sécurité. Je ne démissionnerai ni ne partirai jamais. Ce mardi, devant la maison du Premier ministre, les manifestants campent toujours pour réclamer sa démission. Emmenés par le leader de l'opposition, Imran Khan, ils accusent Nawaz Sharif d'avoir bénéficié de fraude massive lors des élections législatives l'an dernier. Devant le Parlement, ces manifestants ont installé leur tente. Pas question de partir sans obtenir gain de cause. Nous voulons la justice. Nos sœurs et nos frères ont été tués par ces dirigeants lâches et mauvais. Nous voulons la justice. Pour le moment, l'armée, qui est l'institution la plus puissante du pays, a décidé de ne pas intervenir et appelle au dialogue. Alors que la crise politique que traverse le pays depuis 2 semaines s'aggrave de jour en jour. La contre-offensive des soldats irakiens, des forces kurdes et des miliciens chiites contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Appuyés par des frappes aériennes, ils ont repris 2 localités aux mains des djihadistes. Le mois dernier, les violences dans le pays ont fait au moins 1420 morts selon les chiffres de l'ONU. Fini les grasses matinées, plus de 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée retournent en classe aujourd'hui en France. Et pour les écoliers, le mercredi à la maison, c'est désormais terminé. Nouveau rythme scolaire oblige. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, affiche sa fermeté face aux maires qui menacent de boycotter la réforme. Dans certaines villes ce matin, c'était la pagaille. Regardez ce reportage à Marseille. C'est le même rituel tous les ans. Mais cette année à Marseille, les parents sont un peu plus préoccupés que d'habitude. J'ai appris par hasard qu'il n'y aurait pas classe vendredi après-midi. C'est-à-dire que les enfants ne seraient pas pris en charge et qu'on était priés de les récupérer. Déjà que c'était compliqué le mercredi, maintenant il va falloir prendre 2 demi-journées ou 2 jours de RTT, je sais pas. Voilà, je suis en colère, effectivement. Bonjour. En colère contre le maire de Marseille. On est prêts ? Car si les enfants sont prêts, Jean-Claude Gaudin, lui, est accusé d'avoir mal préparé sa rentrée. Il s'y serait pris au dernier moment cet été pour recruter des animateurs. Dans une ville comme Marseille, il faut recruter pour 445 écoles, 3500 animateurs. Nous ne les avons pas. Nous n'avons que 350. Ça fait 2 ans que vous le savez. En plein discours, le maire est pris à partie par des parents d'élèves. Démerdez-vous avec vos enfants. C'est ça, la moitié de notre salaire va passer dans les gardes d'enfants. Mais ça, vous en avez rien à foutre. On a une mairie incompétente qui a fait le bras de fer avec le gouvernement pour des idéologies politiques, qui a attendu le dernier moment pour se mettre au travail. Résultat, aucune solution pour occuper les 75 000 élèves marseillais le vendredi après-midi. Que donc à 1h30, oui, vendredi, l'école sera fermée. Et il faudra venir chercher les enfants. Et dans mercredi à 1h30. Et dans un mois, nous essaierons de soulager la difficulté des parents. Voilà. En attendant, les parents devront se débrouiller entre eux, poser des congés, solliciter l'entourage pour gérer cette rentrée chaotique. On reste en France, cette fois c'est le ministre du Travail qui suscite la polémique. François Rebsamen veut renforcer les contrôles pour vérifier, je cite, si les chômeurs cherchent bien un emploi et les sanctionner si besoin. Réaction indignée des syndicats et des associations qui se disent abasourdis. Plus de contrôles pour les chômeurs, c'est ce que veut le ministre du Travail. Car les 3 400 000 demandeurs d'emploi sont censés chercher activement du travail en permanence. François Rebsamen veut s'en assurer en renforçant les contrôles. Il y a des droits pour les chômeurs et il y a des devoirs. J'ai demandé à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits, c'est normal. Il y a toujours eu des contrôles pour les gens qui cherchent un emploi, pour prouver qu'ils cherchent un emploi. Ces propos choquent les syndicats. Ce matin, Laurent Berger, le patron de la CFDT, se dit atterré et dénonce une stigmatisation des chômeurs. Les principaux intéressés, eux, sont partagés. Il a raison de faire plus de contrôles, parce que les gens, parfois, ils profitent un peu. Tout le monde a besoin de trouver un emploi et pourquoi on est tout le temps... Il y a de la suspicion sur ceux qui n'ont pas d'emploi. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas chercher d'emploi, qui n'ont pas les moyens d'en chercher. Donc leur mettre la pression ou quoi d'autre, je trouve ça vraiment pas malin, quoi. Actuellement, les moyens de Pôle emploi pour contrôler si les chômeurs cherchent activement du travail sont limités.
D'abord, il y a l'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire quand une offre correspond au profil du chômeur. S'il en refuse 3, le chômeur est radié. Ensuite, il y a les absences aux entretiens. À la première absence sans justificatif, par exemple médical, le chômeur est radié. Pour renforcer les contrôles, le ministre propose donc de multiplier les convocations et les vérifications, irréalistes selon les syndicats de Pôle emploi. Aujourd'hui, on n'est déjà pas suffisamment nombreux pour remplir toutes les missions qui sont données à Pôle emploi. Donc, si vous faites des équipes de contrôle, ça sera à effectif constant. Donc, ça veut dire que ça n'apportera rien puisque ça sera au détriment d'un autre travail. Chaque mois, en moyenne, 40 000 demandeurs d'emploi sont radiés des listes, dans leur très grande majorité, pour absence à un entretien. On va s'intéresser à présent au sort d'une jeune Française qui est détenue à l'île Maurice depuis maintenant 3 ans pour trafic présumé de Subutex. Le Subutex est un substitut à l'héroïne. Elle s'appelle Aurore Groscoissy. Elle dit avoir été piégée par un ex-petit ami. Ses proches sont inquiets aujourd'hui à l'ouverture de son procès à Port-Louis. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Souriante, elle fête ses 27 ans à 10 000 km de sa famille. C'était la semaine dernière. Ce jour-là, Aurore a l'autorisation exceptionnelle de partager quelques instants avec ses proches par écran interposé. En revanche, interdiction de répondre à nos questions, car la jeune femme est sous étroite surveillance dans cette prison de l'île Maurice. 3 années qu'elle est en détention provisoire pour trafic de drogue. Hier, veille de son procès, sa mère a pris la parole en public pour dénoncer l'abandon des autorités françaises. On attendait vraiment qu'il y ait un mouvement en France et que les choses sortent enfin de l'ombre. Les pièces qui sont nécessaires à son procès pour la disculper sont restées bloquées en France et aucune coopération n'a eu lieu entre la France et Maurice. Aurore est arrêtée le 19 août 2011 à l'aéroport de Port-Louis. Dans ses bagages, 1680 comprimés de Subutex cachés dans des boîtes de biscuits. Délivré en France sur ordonnance, ce produit de substitution à l'héroïne est strictement interdit sur l'île Maurice, mais fait l'objet de juteux trafics. Aurore affirme avoir été piégée par son petit ami, franco-mauricien. Aurore et l'ensemble des détenus français sont les victimes expiatoires de ce conflit qui existe entre la France et Maurice pour cause de trafic de Subutex. Au total, 7 Français sont emprisonnés sur l'île Maurice pour trafic de Subutex, la drogue la plus consommée dans ce pays. Le procès d'Aurore va durer 4 jours. Elle a décidé de plaider non coupable et risque 60 ans de réclusion. La consternation à Hollywood après la publication de centaines de photos de célébrités nues. C'est un pirate qui a diffusé les clichés, une violation de la vie privée qui est prise très au sérieux. Le FBI a ouvert une enquête. Maud Roubaud. Prenez une photo ici. Elle apparaît là. Mais elle peut aussi apparaître là où vous ne voulez pas. iCloud, la plateforme de stockage en ligne d'Apple, aurait été piratée, provoquant une vague d'indignation à Hollywood. Des centaines de photos intimes de stars ont été postées sur un forum. L'actrice oscarisée Jennifer Lawrence a immédiatement réagi sur Twitter. Il s'agit d'une violation flagrante de la vie privée. Les autorités ont été contactées et poursuivront quiconque publiera les photos volées. Les pages du forum où ont été diffusées ces images ont disparu. Mais les clichés de Rihanna ou Kim Kardashian ont déjà été largement partagés sur les réseaux sociaux. L'affaire ne va donc pas s'arrêter là. Le FBI a ouvert une enquête pour retrouver le ou les responsables. Le FBI est au courant des allégations sur des intrusions informatiques et des publications illégales de documents impliquant des personnalités médiatiques. Nous nous penchons actuellement sur la situation. On ne sait pas si iCloud était la cible des hackers, mais Apple a lancé sa propre enquête. Le scandale pourrait inquiéter d'autres plateformes comme Dropbox ou Google Drive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue. On se retrouve dans un quart d'heure pour une prochaine édition complète.